Mon fils m'offrait soudain le voyage de mes rêves. Mais au moment de partir, ma voisine m'a arrêtée et m'a dit une phrase qui a tout changé. Si tu montes dans ce taxi, tu pourrais ne jamais revenir. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne et aimez cette histoire. Et écrivez dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous écoutez. Cela me réchauffe toujours le cœur de voir que nous sommes nombreux. Maintenant, installez-vous confortablement. Bonne écoute. Je me tenais dans l'entrée de mon appartement, immobile devant une valise déjà fermée, et je trouvais la scène presque irréelle. Pendant des années, j'avais rêvé de faire ce voyage. Un circuit paisible à travers de vieilles villes, des hôtels confortables, des promenades tranquilles, le genre de séjour que l'on remet toujours à plus tard, parce qu'il y a des factures à payer, un enfant à aider, une urgence de plus à régler. Et voilà que soudainement, tout était prêt. La valise avait été préparée, le taxi commandé, les réservations imprimées dans une pochette, tout cela grâce à mon fils et à sa femme. C'était précisément ce qui me troublait. Mon fils, Julien, n'avait jamais eu ce genre d'attention spontanée. Il savait demander, exiger, promettre, parfois même supplier. Mais offrir, organiser, anticiper, ce n'était pas dans sa nature. Quant à sa femme, Élodie, elle n'avait jamais caché qu'elle trouvait mes habitudes démodées, mes conseils inutiles et mes biens beaucoup plus intéressants que ma personne. Et pourtant, ce matin-là, tous les deux jouaient les enfants parfaits. Julien passait d'une pièce à l'autre avec une énergie presque théâtrale. Élodie me tendait les papiers du voyage avec un sourire appliqué, trop lisse pour être sincère. Moi, je gardais mon manteau sur les épaules et j'observais. À mon âge, on apprend à reconnaître certaines choses, les vrais élans du cœur et les gestes qui sonnent faux. Ce voyage devait être le plus beau cadeau qu'on m'ait offert depuis longtemps. Mais au lieu de me réjouir, je sentais déjà qu'en dessous de cette soudaine générosité, quelque chose respirait mal. Très vite, j'ai compris que quelque chose sonnait faux. Leur gentillesse était trop parfaite. Mon fils souriait sans arrêt, avec cette énergie exagérée qu'il prenait autrefois quand il essayait de me convaincre de financer une nouvelle idée brillante. Je connaissais ce sourire. Il n'était jamais naturel, c'était un sourire qui apparaissait quand il voulait obtenir quelque chose. Élodie, elle aussi, semblait jouer un rôle. Habituellement, elle me parlait avec une politesse froide, presque distante, mais ce matin-là, elle me demandait plusieurs fois si j'avais bien pris mon manteau, si j'avais mes médicaments, si je n'avais rien oublié. Elle me parlait avec une douceur qui ressemblait davantage à une mise en scène qu'à de la véritable attention. Et puis, il y avait leur regard. Ils ne me regardaient non pas vraiment. Ils s'observaient entre eux, comme deux acteurs qui vérifient que la pièce se déroule exactement comme prévu. Je me suis contentée de rester silencieuse. Toute ma vie, j'avais travaillé avec des chiffres, des contrats et des bilans. Les erreurs ne se trouvaient pas seulement dans les colonnes, elles se cachaient aussi dans les détails. Et ce matin-là, les détails étaient trop nombreux. En les observant un peu plus longtemps, mon malaise s'est confirmé. Je regardais leurs gestes, leurs regards, leurs mouvements presque mécaniques. Julien parlait beaucoup, trop même, comme quelqu'un qui cherche à remplir le silence pour éviter les questions. Élodie hochait la tête à tout ce qu'il disait, avec un sourire figé qui ne quittait jamais son visage. Mais ce n'était pas seulement leur comportement, c'était aussi les papiers du voyage. Je les ai pris dans mes mains avec l'habitude professionnelle qui ne m'a jamais quittée. Pendant plus de 30 ans, j'avais travaillé avec des contrats, des factures et des dossiers administratifs. J'avais appris à repérer les irrégularités d'un simple coup d'œil. Le papier était banal. Une impression simple sortie d'une imprimante domestique. Aucun logo officiel, aucune facture, aucun tampon d'agence, juste une liste d'hôtels et de villes, comme si quelqu'un avait copié un itinéraire trouvé sur Internet. Je n'ai rien dit. Je me suis contentée de plier les feuilles, en fait de les glisser dans mon sac. Puis j'ai levé les yeux vers mon fils. Il me regardait, mais pas comme un fils regarde sa mère avant un départ. Son regard passait par-dessus mon épaule, glissant vers le fond du couloir. Vers le meuble ancien où je conservais tous mes documents importants, à ce moment-là, une sensation froide s'est installée dans ma poitrine. Je n'avais encore aucune preuve, mais je savais déjà une chose. Quelque chose n'allait pas du tout. Mon fils s'appelle Julien, il a 35 ans, il est grand, élégant, toujours bien habillé. Vu de l'extérieur, on pourrait croire qu'il est un homme qui a réussi. Les gens qu'il rencontre pour la première fois pensent souvent qu'il est un entrepreneur dynamique, quelqu'un qui avance vite dans la vie, mais moi je connais la vérité.
Derrière ses costumes chers et son assurance naturelle, il y a surtout des années d'échecs et beaucoup d'argent qui n'était pas le sien. Pendant plus de 10 ans, j'ai financé presque tous ses projets. Au début, ben, il voulait ouvrir un petit café dans le centre de la ville. Il était persuadé que l'endroit allait devenir un lieu à la mode. J'ai payé le dépôt de garantie, une partie du matériel, même les premiers mois de loyer. Le café a fermé 6 mois plus tard. Ensuite, il s'est passionné pour les crypto-monnaies. Il m'a expliqué pendant des soirées entières que c'était l'avenir, que tout le monde allait devenir riche grâce à ça. J'ai encore ouvert mon portefeuille. Quelques mois plus tard, l'installation a brûlé dans le garage qu'il louait, puis il y a eu une station de lavage automobile, un projet de livraison écologique et encore 2 ou 3 idées dont j'ai presque oublié le nom. À chaque fois, l'histoire se répétait. Julien arrivait avec un sourire plein d'espoir, une nouvelle idée brillante et la conviction que sa mère allait l'aider comme toujours. Et comme toujours, bah, j'ai payé. Non pas parce que j'étais naïve, mais parce qu'il était mon fils. Pendant longtemps, je me suis dit qu'un jour, toutes ces tentatives finiraient par le faire grandir, qu'un jour, tout cet argent investi deviendrait enfin un homme responsable. Mais avec les années, j'ai compris quelque chose de plus simple. Certaines dettes ne se remboursent jamais. Quant à sa femme, Elodie, elle n'a jamais vraiment essayé de cacher ce qu'elle pensait de moi. Dès le premier jour où nous nous sommes rencontrés, j'ai compris que je ne correspondais pas à l'image qu'elle avait en tête pour la belle-mère idéale. Elle me regardait avec cette politesse froide que certaines personnes utilisent quand elles tolèrent quelqu'un, sans jamais le respecter. Pour elle, j'étais une femme d'une autre époque. Mes habitudes étaient trop simples, mes conseils trop prudents, mes mises en garde trop ennuyeuses. Au début, elle faisait semblant de m'écouter. Elle hochait la tête, souriait, puis changeait immédiatement de sujet. Mais avec les années, ce masque de courtoisie a commencé à se fissurer. Ses regards étaient devenus plus longs, plus calculateurs, surtout quand elle se trouvait dans mon appartement. Je la voyais parfois parcourir les pièces du regard, s'arrêter sur les meubles anciens, sur les tableaux accrochés au mur, sur les fenêtres qui donnaient sur le jardin. Elle observait tout avec une attention silencieuse, comme quelqu'un qui imagine déjà ce que ces choses deviendront plus tard. Un jour, alors qu'elle pensait que je ne l'entendais pas, je l'ai surprise à dire à Julien dans la cuisine: «Cette maison vaut une fortune. Un jour, tout ça sera à nous.» Elle n'avait même pas chuchoté, comme si cette idée lui semblait parfaitement naturelle. Depuis ce jour-là, je savais exactement comment elle me voyait. Pas comme une belle-mère, pas comme une femme, mais comme un futur héritage. Malgré tout cela, j'ai continué à l'aider. Je pourrais dire que je ne voyais rien, que je me laissais tromper par leurs sourires et leurs promesses, mais ce ne serait pas tout à fait vrai. Au fond de moi, je comprenais beaucoup plus de choses que je ne voulais bien l'admettre. Je voyais les erreurs de Julien, je voyais l'impatience d'Élodie, je voyais aussi cette façon qu'ils avaient de compter sur moi, comme sur une réserve qui ne s'épuiserait jamais. Et pourtant, chaque fois qu'ils revenaient me voir avec un nouveau projet, avec ce mélange d'enthousiasme et d'inquiétude dans les yeux, quelque chose en moi cédait. Parce qu'il était mon fils. Je me souvenais du petit garçon qu'il avait été, celui qui courait dans le jardin de la maison de campagne, celui qui venait s'endormir contre mon épaule quand il faisait un cauchemar. Cette image ne disparaît jamais complètement. Alors je sortais mon carnet de chèques, ou je faisais un virement, ou je vendais discrètement quelque chose pour l'aider encore une fois. Je me disais toujours la même chose. Cette fois, ce sera différent. Cette fois, il comprendra. Mais avec les années, j'ai fini par admettre une vérité beaucoup plus difficile. Parfois, ce n'est pas l'amour qui nous aveugle, c'est simplement la faiblesse d'une mère. Avant de quitter l'appartement, je suis retournée une dernière fois dans le couloir pour prendre mon sac. C'est là que je l'ai vu. Julien ne me regardait pas. Il regardait derrière moi, son regard était fixé sur le vieux meuble en bois sombre qui se trouvait au fond du couloir. Un meuble ancien qui appartenait autrefois à ma mère. Il était solide, massif, presque austère. Pour n'importe quel visiteur, ce n'était qu'un meuble de plus dans un appartement rempli de souvenirs. Mais moi, je savais ce qu'il contenait. À l'intérieur se trouvaient tous les documents importants de ma vie. Les actes de propriété de l'appartement, les papiers de la maison de campagne, les dossiers du complexe d'entrepôt que je louais depuis des années. Tout ce qui avait permis à notre famille de vivre confortablement se trouvait là, soigneusement classé dans des dossiers que je gardais toujours sous clé. Julien regardait ce meuble avec une attention étrange. Ce n'était pas la curiosité d'un fils, c'était le regard de quelqu'un qui évalue un coffre-fort. Pendant une seconde, son visage a changé, son sourire a disparu, remplacé par une expression froide, concentrée, puis il a remarqué que je l'observais. Le sourire est revenu immédiatement. Tout va bien, maman?
demanda-t-il d'un ton léger. J'ai simplement hoché la tête. Mais à cet instant précis, une certitude silencieuse s'est installée en moi. Ce voyage n'était peut-être pas un cadeau. Alors que je prenais mon manteau et que je vérifiais une dernière fois si je n'avais rien oublié, Julien s'est approché de moi avec un air presque trop attentionné. Maman surtout, essaie de vraiment te reposer pendant ce voyage, dit-il avec un sourire. Coupe ton téléphone de temps en temps, profite du calme. Sa voix était douce mais insistante. Tu sais comment tu es, ajouta Élodie en riant légèrement. Toujours en train de répondre aux appels, de vérifier tes messages. Là, tu dois te déconnecter complètement. Je les ai regardés tous les deux. Ils semblaient très concernés par mon bien-être. Trop concernés. Dans les monastères et les petites villes, la connexion est souvent mauvaise de toute façon, continua Julien. Donc si on ne peut pas te joindre pendant quelques jours, ce n'est pas grave, quelques jours. Il avait prononcé ces mots avec une facilité étonnante, comme si l'idée que je sois totalement injoignable ne lui posait aucun problème. Au contraire, comme si cela faisait partie du plan. J'ai simplement hoché la tête. Oui, bien sûr, ai-je répondu calmement. Je vais essayer de ne pas trop regarder mon téléphone, mais à l'intérieur, je notais chaque détail, chaque phrase, chaque insistance. Parce que dans ma vie, j'avais appris une chose très simple. Quand quelqu'un insiste autant pour que vous soyez injoignable, c'est rarement pour votre repos. Je suis sortie de l'immeuble avec ma valise à la main. L'air du matin était frais, presque agréable. La rue était calme, comme elle l'est toujours à cette heure-là. Quelques voitures stationnées le long du trottoir, une vieille dame promenant son chien, le bruit lointain d'un bus qui passait au bout de l'avenue. Le taxi m'attendait déjà devant l'entrée. Le chauffeur fumait une cigarette en s'appuyant contre la portière, visiblement pressé de partir. Tout semblait parfaitement normal, et pourtant, quelque chose a attiré mon regard. Un peu plus loin, presque cachée derrière les buissons du coin de la rue, une voiture noire était stationnée. Une voiture chère. Trop chère pour rester discrètement garée dans notre quartier. Je me suis arrêtée une seconde comme si je réajustais mon écharpe et j'ai regardé plus attentivement. Je connaissais cette voiture. C'était une Lexus noire avec une plaque que j'avais déjà remarquée plusieurs fois en ville. Elle appartenait à maître Laurent Verneuil, un notaire assez connu, un homme réputé pour sa capacité à régler des affaires compliquées, à condition que les honoraires soient à la hauteur. Son étude se trouvait à l'autre bout de la ville. Alors pourquoi sa voiture était-elle garée ici, à 8 heures du matin, devant mon immeuble? Je n'ai rien dit. Je n'ai pas ralenti non plus, mais au moment où je me dirigeais vers le taxi, une pensée froide s'est imposée dans mon esprit. Si un notaire attendait près de chez moi, alors quelqu'un, quelque part, s'apprêtait à signer des documents. Et je commençais sérieusement à me demander lesquels. J'étais déjà à quelques pas du taxi lorsque tout a changé. Le chauffeur venait d'écraser sa cigarette et d'ouvrir le coffre pour y mettre ma valise. J'ai fait encore 2 pas vers la voiture, prête à partir, lorsque quelqu'un a brusquement attrapé mon bras. La prise était forte, presque désespérée. Je me suis retournée d'un mouvement sec. C'était ma voisine, Madame Moreau, qui habitait au premier étage. Une femme discrète, toujours correctement habillée, même pour descendre les poubelles. Mais ce matin-là, elle était méconnaissable. Elle portait un vieux peignoir jeté à la hâte sur sa chemise de nuit. Ses cheveux étaient mal coiffés, ses joues rouges comme si elle venait de courir. Elle respirait difficilement. Claire, murmura-t-elle en serrant mon bras. Claire ne monte pas dans cette voiture. Son regard était rempli d'une peur que je ne lui avais jamais vue. Madame Moreau, qu'est-ce qui se passe demandai-je calmement. Elle jeta un regard rapide vers les fenêtres de mon appartement, puis vers la rue derrière moi, comme si elle craignait d'être entendue. Puis elle se pencha vers moi et murmura presque sans voix: Ne pars pas, pas aujourd'hui, viens chez moi, tout de suite. Elle avala difficilement sa salive. J'ai entendu ton fils hier soir, et ce que j'ai entendu, Claire, tu dois l'entendre aussi. Ses doigts tremblaient toujours sur ma manche. S'il te plaît, ne monte pas dans ce taxi. Je l'ai regardée attentivement. Madame Moreau n'était pas une femme qui s'affolait pour rien. Depuis toutes les années que nous étions voisines, je ne l'avais jamais vue dans un état pareil. Ses doigts tremblaient toujours sur ma manche. Claire, écoute-moi bien, murmura-t-elle. Hier soir, j'étais dans le jardin derrière l'immeuble. Il faisait encore chaud, alors j'avais ouvert la fenêtre de la cuisine. Elle jeta un regard inquiet vers l'entrée de mon bâtiment. Ton fils et sa femme étaient dehors. Ils étaient assis sur le banc près des arbres. Ils parlaient assez fort. Ils pensaient que personne ne les entendait. Je sentis une tension froide traverser ma poitrine. Qu'ont-ils dit demandai-je calmement. Elle hésita une seconde, comme si répéter ces mots lui faisait peur. Ils parlaient de papiers, de documents. Ton fils disait qu'il fallait tout préparer avant ton départ.
Elle baissa la voix. J'ai entendu le mot procuration et aussi transfert de propriété. Le vent passa légèrement dans la rue, faisant bouger les feuillants et des arbres. Madame Moreau se rapprocha encore de moi. Il disait que 2 semaines suffiraient largement, que tu serais loin, injoignable, et que tout pourrait être réglé pendant ce temps-là. Elle me fixa droit dans les yeux. Claire. Il ne parlait pas comme des enfants qui offrent un voyage à leur mère. Sa voix se brisa presque. Il parlait comme des gens qui profitent bien de ton absence. Pendant quelques secondes, je n'ai rien dit. Je regardais simplement Madame Moreau, essayant d'assembler les pièces dans mon esprit. Le voyage soudain, les papiers imprimés à la maison, l'insistance pour que j'éteigne mon téléphone, la voiture du notaire cachée au coin de la rue, et maintenant, cette conversation entendue dans le jardin, tout s'alignait avec une précision presque brutale. Je me suis tournée lentement vers les fenêtres de mon appartement au troisième étage. Les rideaux bougeaient légèrement derrière la vitre, peut-être à cause du vent, ou peut-être parce que quelqu'un regardait dehors. Ils attendaient que je parte, que je monte dans ce taxi, que je disparaisse pendant 2 semaines. 2 semaines pendant lesquelles ils pourraient ouvrir mon bureau, fouiller dans mes documents, signer des papiers en mon absence. Je sentis quelque chose se transformer en moi à cet instant. Ce n'était pas de la peur et c'était une lucidité froide. Ils ne m'avaient pas offert un voyage, ils avaient organisé mon absence. Et pour eux, ce n'était pas seulement 2 semaines de vacances, c'était le moment idéal pour me faire disparaître de ma propre vie. Je n'ai pas hésité longtemps. Dans une autre vie, peut-être aurais-je voulu croire qu'il s'agissait d'un malentendu. J'aurais peut-être appelé Julien pour lui demander des explications, chercher une justification, un détail qui rendrait toute cette histoire moins sombre. Mais là, je vous apprends une chose très simple. Quand trop de signes pointent dans la même direction, ce n'est plus une coïncidence, c'est un plan. Je me suis tournée vers le chauffeur du taxi qui attendait toujours près du coffre. Désolé, la course est annulée, ai-je dit calmement. Je lui ai tendu un billet pour compenser le déplacement. Il a haussé les épaules, refermé le coffre et remonté dans sa voiture sans poser de questions. La voiture est partie, quelques secondes plus tard. Je savais que depuis les fenêtres de mon appartement, Julien et Élodie regardaient avancer probablement la scène. Pour eux, tout devait sembler normal. Le taxi était venu, puis il était reparti. Ils penseraient que j'étais dedans. Madame Moreau m'a entraînée rapidement vers l'entrée de son immeuble. «Vite», murmura-t-elle, «par l'escalier de service». Nous sommes passés par une petite porte latérale qui donnait directement sur le couloir du rez-de-chaussée. Le bâtiment était silencieux. Je tenais toujours ma valise à la main. Quelques minutes plus tard, nous étions dans son appartement, la porte solidement fermée derrière nous. Le silence est tombé autour de nous. Dehors, la vie continuait comme si de rien n'était. Et quelque part au-dessus de nous, mon fils devait déjà croire que sa mère roulait tranquillement vers un voyage dont elle ne reviendrait peut-être pas, maîtresse de sa propre vie. Mais moi, j'étais toujours là. Madame Moreau ferma la porte à clé derrière nous, comme si elle craignait que quelqu'un puisse entrer à tout moment. Son petit appartement sentait la menthe séchée et les vieux livres. La pièce était modeste mais chaleureuse. Elle me fit signe de m'asseoir à la table de la cuisine tandis qu'elle tirait les rideaux. Ses mains tremblaient encore. Claire, je vais te dire exactement ce que j'ai entendu, murmura-t-elle. Je restais silencieuse, les mains posées devant moi sur la table. Il parlait comme s'il répétait un plan, continua-t-elle. Ton fils disait que 2 semaines suffiraient largement. Elle avala difficilement sa salive. Il disait que pendant ton absence, il pourrait tout régler, les papiers, la procuration, les signatures. Je sentis mon cœur ralentir au lieu de s'emballer. Quand une vérité devient trop claire, l'émotion disparaît souvent. Et puis ta belle-fille Harry, ajouta Madame Moreau d'une voix plus basse. Elle a dit que le plus important était de préparer le dossier médical. Quel dossier demandai-je calmement. Madame Moreau baissa les yeux. Celui qui dirait que tu n'es plus capable de gérer tes affaires. Le silence devint lourd dans la cuisine. Elle a dit que ce serait facile, qu'à ton âge, personne ne poserait beaucoup de questions, qu'il suffirait de parler de troubles de mémoire, de confusion, de démence. Elle releva les yeux vers moi, les pupilles brillantes. Ton fils a répondu que si les médecins signaient, il pourrait te placer dans un établissement spécialisé, un endroit fermé. Sa voix se brisa. Ah, et après, ils auraient le contrôle de tout. Elle posa sa main sur la mienne. Claire, ils veulent te faire passer pour malade. Incapable pour prendre tes biens et te faire enfermer. Je suis restée silencieuse après ces paroles. Je regardais simplement la table devant moi, le bois légèrement usé par les années. Pendant quelques secondes, tout était étrangement calme dans ma tête. Hein, pas de panique, pas de colère,
Juste une compréhension brutale, je pensais à Julien, enfant, au petit garçon qui courait dans le jardin avec ses genoux écorchés, à celui que je portais dans mes bras quand il avait de la fièvre. Ces souvenirs avaient toujours été mon refuge, chaque fois qu'il faisait une erreur, chaque fois qu'il revenait avec un nouveau problème, je revoyais cet enfant et je trouvais une raison de lui pardonner. Mais à cet instant précis, cette image s'est fissurée, parce que l'homme qui avait imaginé ce plan, n'était plus cet enfant. C'était quelqu'un capable de préparer de faux dossiers médicaux, quelqu'un prêt à déclarer sa propre mère incapable, pour prendre ses biens, quelqu'un prêt à l'enfermer. Et soudain, quelque chose en moi s'est brisé. Pas avec un bruit violent, plutôt comme un fil qui se tend depuis des années et qui finit enfin par céder. Je me suis redressée sur ma chaise. Quand j'ai relevé les yeux, je ne pensais plus à un fils qu'il fallait protéger, je pensais à un adversaire qui croyait déjà avoir gagné. Je suis restée encore quelques secondes dans la cuisine de Madame Moreau, le regard perdu dans le vide, puis j'ai pris une décision. Si Julien avait réellement préparé quelque chose, alors il n'attendrait pas 2 semaines pour agir, il commencerait immédiatement. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et j'ai cherché un numéro que je connaissais presque par cœur, celui de Marc Dubois. Marc était le gestionnaire de mon complexe d'entrepôt depuis plus de 15 ans. Un homme calme, méthodique, ancien militaire qui avait traversé avec moi des périodes difficiles lorsque j'avais racheté les bâtiments. Marc n'était pas seulement un employé, c'était quelqu'un de loyal. Le téléphone a sonné plusieurs fois avant qu'il ne décroche. Madame Delorme. Sa voix était plus basse que d'habitude. Bonjour Marc, ai-je répondu d'un ton parfaitement calme. J'ai juste une question pour vous. Un court silence. Oui, madame. Julien est-il passé au bureau aujourd'hui? Le silence est devenu plus long. J'entendais un bruit de fond derrière lui, des voix, des dossiers qu'on déplaçait, une agitation inhabituelle pour une matinée ordinaire. Quand Marc a repris la parole, sa voix avait changé. Madame, où êtes-vous exactement? Je me suis redressée légèrement sur ma chaise. Je suis en sécurité, Marc. Répondez simplement à ma question. Il inspira profondément. Oui, madame, votre fils est ici, en ce moment même. Marc garda le silence une seconde de plus, comme s'il cherchait les mots. Puis il reprit d'une voix encore plus basse. Madame, il n'est pas venu seul. Je me suis légèrement penché en avant. Expliquez-moi. Votre fils est arrivé il y a environ 10 minutes, dit-il, avec un avocat et une femme que je ne connais pas. J'entendais derrière lui des voix étouffées, un tiroir qu'on refermait, des pas dans le couloir. Quelle femme demandai-je. Marc hésita. Elle se présente comme votre représentante légale. Je n'ai pas bougé. Ma quoi? Elle affirme que vous avez été déclaré incapable de gérer vos affaires, répondit-il, et qu'elle a été nommée administratrice temporaire de vos biens. La cuisine de Madame Moreau devint soudain très silencieuse. Elle a montré des papiers, continua Marc, des documents avec des cachets officiels. Elle dit que pour votre protection, toutes les décisions financières doivent désormais passer par elle. Il marqua une pause. Et votre fils agit comme si tout cela était parfaitement normal. Je fermai les yeux une seconde, donc il n'avait pas perdu de temps. Pendant qu'il pensait que je roulais tranquillement vers mon prétendu voyage, ils avaient déjà commencé à prendre le contrôle de mon bureau. Que font-ils exactement? Demandai-je. Ils sont dans votre bureau, répondit Marc. Votre fils essaie d'accéder à votre ordinateur et il demande les clés du coffre où vous gardez les dossiers originaux. Je sentis une colère froide monter en moi. La partie venait de commencer et Julien avait déjà fait son premier mouvement. Je suis restée immobile, le téléphone serré contre mon oreille. Marc, quel papier exactement? Demandai-je d'une voix calme. Il hésita une seconde. Madame, il distingue qu'il existe une décision médicale, un certificat signé par un médecin. Selon ce document, vous souffririez de troubles cognitifs sévères. La phrase resta suspendue dans l'air. Des pertes de mémoire, continua-t-il, une incapacité à gérer vos affaires financières. Je sentis mes doigts se refermer lentement autour du téléphone. Et avec ce certificat, ils prétendent qu'un juge aurait nommé cette femme administratrice temporaire de vos biens. Je fermai les yeux. Le plan était encore plus sale que je ne l'avais imaginé. Elle a aussi demandé l'accès à vos comptes professionnels, ajouta Marc. Elle dit qu'elle doit sécuriser vos finances avant que votre état ne se détériore davantage. Un silence lourd tomba entre nous, puis il ajouta, presque à voix basse, Madame, votre fils confirme tout ce qu'elle dit.
Je regardais la table devant moi, le bois légèrement rayé par les années. Ils avaient en fabriqué un dossier médical, un faux diagnostic, une fausse incapacité, une fausse autorité légale. Tout cela pour prendre le contrôle de mes comptes, de mon entreprise et de ma vie. Julien n'essayait plus seulement de me tromper, il essayait de m'effacer légalement, comme si je n'étais déjà plus capable de décider pour moi-même. Comme si sur le papier, j'étais déjà une femme perdue dans sa propre tête. Je pris une inspiration lente. Marc, dis-je calmement, ne vous opposez pas à eux pour l'instant. Madame, laissez-les croire qu'ils ont déjà gagné. Je me levai lentement de ma chaise, parce qu'à cet instant, je venais de comprendre une chose. Ils avaient préparé des faux documents, mais ils avaient oublié un détail essentiel. La personne qu'ils déclaraient incapable était encore parfaitement lucide. Au lieu de paniquer, je me suis sentie étrangement calme. Tout devenait clair. Julien pensait que je roulais tranquillement vers mon voyage. Au bureau, il croyait déjà avoir pris le contrôle de la situation grâce à ses faux documents. En réalité, personne ne savait où j'étais, et cette invisibilité soudaine pouvait devenir mon plus grand avantage. Je me suis tournée vers Madame Moreau. Je vais devoir disparaître pendant quelques heures, lui dis-je simplement. Elle fronça les sourcils. Disparaître? Oui, ils pensent que je suis en route vers un autre département. S'ils apprennent que je suis toujours en ville, ils vont changer de stratégie immédiatement. Je pris mon sac et mon téléphone. Pour l'instant, je veux qu'ils continuent à croire que tout se passe comme prévu. Madame Moreau me regardait avec une inquiétude mêlée d'admiration. Claire, tu vas faire quoi? Je lui ai adressé un léger sourire. Observez, je savais une chose très simple. Les gens qui pensent avoir gagné deviennent imprudents. Ils parlent trop, ils agissent pas trop vite, ils commettent des erreurs. Si je restais invisible quelques heures de plus, Julien et sa femme allèrent se sentir en sécurité. Et lorsqu'un voleur se sent en sécurité, il montre toujours où il cache ses mains. Madame Moreau me conduisit dans la petite chambre d'amis de son appartement. La pièce était minuscule, presque étouffante. Un vieux bureau en bois était coincé contre le mur, entouré de piles de cartons et de magazines anciens. La lumière passait à peine à travers les rideaux épais. Mais cela me convenait parfaitement. C'était discret. Et surtout, personne ne penserait à me chercher ici. Je posai ma valise dans un coin et sortis mon ordinateur portable. Un modèle ancien que Julien considérait depuis longtemps comme inutile. Il n'avait jamais pris la peine de s'y intéresser, ce qui était une chance. Car c'était sur cet ordinateur que je conservais mes copies numériques, mes archives personnelles et plusieurs accès que je n'utilisais jamais depuis mon téléphone. Je m'assis devant le bureau et allumai l'écran. Le calme de la pièce contrastait avec l'agitation qui devait régner dans mon bureau à l'autre bout de la ville. Je pouvais presque imaginer Julien ouvrir les tiroirs, chercher les clés, tenter de comprendre mes dossiers. Je pris un carnet et un stylo. Puis j'écrivis 3 mots en haut de la page. Plan de réponse. Je n'avais aucune intention de courir vers eux pour les confronter immédiatement. Non, s'ils avaient en préparé une attaque aussi soigneusement, je devais préparer ma réponse avec encore plus de précision, chaque document, chaque appel, chaque preuve. Je levai les yeux vers la fenêtre où la lumière du matin commençait à éclairer la pièce. Julien croyait que sa mère était en train de regarder défiler les paysages depuis un bus touristique. En réalité, j'étais assise à quelques rues de lui et je préparais sa chute. Je posais mon carnet à côté de l'ordinateur et commençais à travailler. Mes doigts glissaient sur le clavier avec une habitude presque mécanique. Pendant plus de 30 ans, j'avais rédigé des rapports financiers, vérifié des contrats, corrigé des dossiers administratifs. Les documents n'avaient jamais été mon point faible, au contraire. Je créai d'abord un nouveau dossier sécurisé dans mon serveur distant personnel, celui dont Julien ignorait totalement l'existence. Puis je commençai à rédiger le premier document. Une révocation officielle de toute procuration, même celle qui avait été signée des années auparavant pour des opérations ponctuelles. Je précisais que toute autorisation donnée à Julien ou à son épouse était immédiatement annulée. Ensuite, j'ouvris l'application de mon second compte bancaire, un compte discret ouvert plusieurs années plus tôt dans une petite banque régionale. Julien ne s'y était jamais intéressé, persuadé que tout mon argent se trouvait dans les comptes qu'il connaissait. Je transfériais méthodiquement chaque somme disponible, le compte principal, le compte d'épargne, même la réserve prévue pour les travaux de la maison. Les chiffres disparurent de l'écran les uns après les autres. Lorsque l'opération fut terminée, le solde des comptes auxquels Julien pouvait accéder était presque vide.
Je restais quelques secondes immobile, regardant les nouvelles lignes apparaître dans mon tableau. À cet instant précis, quelque part dans mon bureau, mon fils devait être en train d'essayer d'ouvrir mes accès financiers. Et lorsqu'il verrait les résultats, il comprendrait que l'argent qu'il pensait déjà contrôler venait de disparaître. Je refermais l'ordinateur, ce n'était que la première étape. Mais une chose était certaine désormais. Julien et sa femme croyaient avoir préparé un piège parfait. Ils ne savaient pas encore qu'il venait d'entrer dans le mien. Un peu plus tard dans l'après-midi, Madame Moreau m'appela depuis le balcon. Venez voir, murmura-t-elle, sa voix tremblait légèrement. Je la rejoignis sans faire de bruit. De son balcon, on pouvait apercevoir entre deux immeubles la rue qui menait vers ma maison de campagne. Madame Moreau me tendit une vieille paire de jumelles. Je les portai à mes yeux et mon cœur se figea. Devant le portail de ma propriété, une voiture était garée, celle de mon fils. Julien sortait du véhicule avec une assurance qui me glaça. Il ouvrit le portail avec la télécommande que je lui avais confiée autrefois pour les urgences. À côté de lui, sa femme descendit également. Elle portait une bouteille de champagne. Ils entrèrent dans le jardin comme s'ils étaient déjà chez eux. Je vis Julien rire, faire un geste large vers la maison comme s'il montrait un nouveau territoire à conquérir. Sa femme déboucha la bouteille et versa 2 coupes. Ils levèrent leurs verres et ils trinquèrent. Je restais immobile derrière les jumelles. Ils ne semblaient donc pas inquiets, pas pressés, pas nerveux. Au contraire, ils avaient l'air heureux, comme deux personnes célébrant une victoire. À cet instant, je compris quelque chose de très simple. Pour eux, tout était déjà terminé. Le voyage devait m'éloigner. Les papiers devaient me faire disparaître et la maison, l'argent, les propriétés devaient devenir les leurs. Je baissai lentement les jumelles. Madame Moreau me regardait avec inquiétude. Qu'est-ce qu'ils font? Je répondis calmement, ils célèbrent. Je marquai une courte pause, puis j'ajoutai, d'une voix parfaitement froide, ils célèbrent une victoire, qui n'existe pas encore. Je repris les jumelles et observai de nouveau le portail de ma propriété. Julien et sa femme étaient toujours dans le jardin. Ils parlaient avec animation, gesticulaient, buvaient leur champagne comme deux personnes qui célèbrent une réussite éclatante. Mais quelques minutes plus tard, une autre voiture apparut au bout de la rue. Une grande berline noire. Elle s'arrêta devant le portail, un homme en sortit. Même à cette distance, je reconnus immédiatement sa silhouette, grand, épaules larges, manteau sombre parfaitement coupé. Il observait la maison avec une lenteur calculée, comme quelqu'un qui ne regarde pas un paysage, mais un investissement. Je n'avais besoin d'aucune présentation pour savoir qui c'était. Monsieur Giraud, un promoteur immobilier connu dans toute la région, on disait qu'il achetait des terrains anciens pour y construire des immeubles modernes ou des centres commerciaux. Et quand un terrain l'intéressait vraiment, il trouvait toujours un moyen de l'obtenir. Je vis Julien courir vers lui avec un sourire exagérément respectueux. Ils se serrèrent la main. La femme de Julien apporta les verres de champagne et tous les trois entrèrent dans ma maison. Je restais silencieuse derrière les jumelles, cette scène confirmait tout. Julien ne voulait pas simplement gérer mes affaires, il voulait vendre, vendre ma maison, vendre mes terrains, vendre tout ce que ma famille avait construit pendant des décennies. Je reposai lentement les jumelles. Madame Moreau murmura: Qui est cet homme? Je répondis calmement: Quelqu'un qui pense déjà acheter ce qui ne lui appartient pas. Je regardai une dernière fois vers ma propriété, puis je dis doucement: Ils ont commencé la fête trop tôt. Je restai encore quelques instants à observer la scène. À travers les jumelles, je voyais Julien marcher devant le promoteur, lui montrant le jardin, la maison, les dépendances. Il parlait avec enthousiasme, comme un agent immobilier qui présente un bien à un acheteur potentiel. Sa femme suivait derrière eux avec 2 coupes de champagne. Il riait, le promoteur, lui, ne riait presque pas. Il regardait autour de lui avec l'œil froid d'un homme qui calcule la valeur d'un terrain, le nombre d'étages possibles, la surface constructible. Il s'arrêta devant le vieux tilleul planté par mon père. Julien fit un geste vague vers l'arbre, comme si cet arbre n'était qu'un obstacle qu'on pouvait abattre. À cet instant précis, quelque chose devint parfaitement clair dans mon esprit. Julien ne cherchait pas seulement à ouvrir mes tiroirs. Il ne voulait pas simplement mes documents. Il voulait tout. La maison où il avait grandi, le jardin que j'avais entretenu pendant des années, les terrains que mon mari et moi avions achetés patiemment, morceau par morceau, tout ce qui composait ma vie. Et il voulait vendre cet héritage au plus offrant. Je baissai lentement les jumelles. Une étrange sensation de calme m'envahit. La colère disparaissait. La tristesse aussi. Il ne restait qu'une certitude froide. Mon fils n'était plus un enfant perdu qui faisait des erreurs. C'était un homme qui avait choisi de me trahir. Je regardai madame Moreau et dis simplement: Maintenant je comprends».
Elle me fixa avec inquiétude. Comprendre quoi? Je répondis doucement. Julien ne veut pas seulement mes papiers. Je tournai une dernière fois les yeux vers ma maison, puis j'ajoutai: il veut vendre toute ma vie. Je quittai le balcon et retournai dans la petite chambre où j'avais installé mon ordinateur. Le calme de la pièce contrastait avec ce que je venais de voir. Julien célébrait déjà sa victoire, mais la partie n'était pas terminée. Je pris mon téléphone et composai le numéro de Monsieur Lambert, le gestionnaire qui s'occupait de mon entrepôt depuis plus de 15 ans. C'était un homme discret, loyal et surtout quelqu'un qui connaissait mes affaires presque aussi bien que moi. Il répondit après quelques sonneries. Madame Delorme. Sa voix était prudente. Lambert, écoutez-moi attentivement, dis-je calmement. J'ai besoin de votre aide. Et surtout, j'ai besoin que vous ne posiez aucune question pendant quelques minutes. Un silence. Je vous écoute. Je lui expliquai brièvement ce que je savais déjà. Les faux documents, la tentative de prise de contrôle, la présence d'un promoteur sur ma propriété. Lambert ne m'interrompit pas. Quand j'eus terminé, il soupira longuement. J'avais un mauvais pressentiment, murmura-t-il, puis sa voix devint plus ferme. Que voulez-vous que je fasse? Je sortis mon carnet et l'ouvris à une page précise. Vous vous souvenez des vieux dossiers d'archives dans la salle du fond, ceux qui concernent les terrains et les réseaux souterrains, les plans des années 90? Exactement. Il resta silencieux une seconde, puis je l'entendis presque sourire au téléphone. Je vois où vous voulez en venir, ces documents ne figuraient dans aucun registre moderne. Ils datèrent d'une époque où les plans étaient encore dessinés à la main, conservés dans des classeurs poussiéreux que presque personne n'ouvrait. Mais Lambert et moi savions qu'il contenait une information capitale, une information que ni Julien, ni le promoteur ne connaissaient. Laissez ces plans sur la table de réunion, dis-je tranquillement, comme si quelqu'un les avait oubliés là. Et ensuite, je regardais l'écran noir de mon ordinateur. Ensuite, nous allons voir si nos visiteurs savent lire correctement les archives. Je refermai mon carnet. Le piège commençait à prendre forme. Et ce piège reposait sur une chose que Julien avait toujours sous-estimée: la mémoire des vieilles maisons et les secrets que leurs propriétaires n'oublient jamais. Je restai un moment silencieuse après avoir raccroché avec Lambert. Le plan prenait forme peu à peu dans mon esprit. Julien croyait avoir affaire à une vieille femme dépassée par les événements. Il pensait que tout se jouait entre lui, le notaire et quelques papiers signés à la hâte. Mais il oubliait une chose essentielle. Dans les affaires immobilières, la peur est souvent plus forte que l'argent et les promoteurs détestent les complications juridiques. Je repris mon téléphone et réfléchis quelques secondes. Je n'avais pas besoin d'attaquer directement Julien. Il suffisait de faire naître un doute au bon endroit. Monsieur Giraud, le promoteur, n'était pas un amateur. Des hommes comme lui ne signaient jamais un contrat si le moindre risque juridique planait au-dessus du terrain. Alors je décidai de frapper là où cela ferait le plus mal. Je contactai discrètement une personne qui travaillait dans le service cadastral de la mairie, une ancienne connaissance de mes années professionnelles. Je ne donnai aucun ordre. Je posai simplement quelques questions. Des questions sur certains anciens plans, sur des archives cadastrales, sur des servitudes oubliées qui traversaient autrefois les terrains industriels de la zone. Puis je laissais entendre une chose, une seule: qu'un projet de vente important allait peut-être concerner ces terrains, et que certains documents anciens pourraient essayer poser problème si on ne les examinait pas attentivement. Je ne mentais pas, je laissais seulement l'information circuler. Dans les heures qui suivraient, ce genre de rumeur trouverait naturellement son chemin vers les bonnes oreilles. Et quand un promoteur immobilier entend les mots servitude, archives anciennes ou litiges potentiels, il ne signe plus rien sans vérifier 10 fois. Je posais le téléphone sur la table. Julien pensait vendre ma propriété rapidement. Mais si Giraud commençait à croire que ce terrain cachait un problème juridique, alors ce n'était plus une opportunité, c'était une bombe à retardement, et aucun investisseur sérieux n'achète une bombe. Je restai assise quelques minutes après cet appel, les mains posées sur la table. Le plus important dans une situation comme celle-ci n'était pas de frapper fort, c'était de frapper au bon endroit. Julien croyait avoir construit son plan avec plusieurs alliés, un notaire prêt à fermer les yeux, un promoteur attiré par l'argent facile et quelques intermédiaires persuadés que tout était déjà réglé. Mais ces gens n'étaient pas ses amis. Ils étaient seulement attirés par une opportunité. Et les opportunités disparaissent très vite quand elles commencent à sentir le scandale. Je pris mon téléphone une nouvelle fois. Le premier appel fut pour un ancien collègue qui travaillait toujours dans le milieu juridique. Je ne lui racontais pas toute l'histoire. Je lui demandais simplement s'il connaissait bien le notaire qui collaborait avec Julien. Sa réponse fut immédiate. Oui, pourquoi?
Je répondis calmement, parce que certains documents circulent en ce moment avec mon nom dessus. Et je ne suis pas certaine qu'ils soient authentiques. Il resta silencieux quelques secondes. Je savais très bien ce qui se passait dans son esprit. Un notaire impliqué dans une affaire douteuse pouvait perdre beaucoup plus qu'une simple transaction. Je le remerciai poliment et raccrochai. Le deuxième appel fut encore plus simple. Je laissai un message discret à l'un des assistants du promoteur Giraud. Une phrase courte, presque anodine. Si Monsieur Giraud souhaite vraiment investir dans cette propriété, je lui conseille de vérifier très attentivement la situation juridique actuelle. Certaines procédures sont peut-être en cours, je ne donnais aucun détail, mais je savais que ce genre d'avertissement ne restait jamais sans effet. Dans ce milieu, une seule rumeur suffit pour transformer une affaire brillante en catastrophe potentielle. Je reposai enfin mon téléphone. Julien croyait avoir rassemblé des alliés solides. En réalité, il s'était entouré de gens qui n'avaient donné qu'une seule loyauté, leur propre intérêt. Et dès que ce projet commencerait à sentir le danger, ils se détourneraient de lui sans hésiter. Je regardais la lumière du soir entrer dans la pièce et murmurais pour moi-même: la partie ne fait que commencer. Le soir commençait à tomber lorsque je me remis devant mon ordinateur. J'avais déjà neutralisé leur première manœuvre. Mes comptes étaient sécurisés, les procurations annulées et le promoteur commençait probablement à entendre des murmures inquiétants autour de cette affaire. Mais quelque chose continuait de me troubler. Lambert m'avait parlé d'une représentante légale qui accompagnait Julien dans mon bureau, une femme qui prétendait être chargée de gérer mes affaires parce que je serais devenue incapable de le faire moi-même. Ce genre de procédure ne pouvait pas apparaître par hasard. Je décidai donc de vérifier son identité. Lambert m'avait envoyé une photo de sa carte professionnelle. Je zoomais sur l'image. Claire Kovalenko, consultante juridique, gestion de tutelle et d'incapacité. Le nom ne me disait rien immédiatement, mais quelque chose dans son visage éveillait une vieille mémoire. Je restai quelques secondes immobile devant l'écran, puis je tapais son nom dans plusieurs bases de données professionnelles. Les premiers résultats semblaient tout à fait respectables, un petit cabinet juridique, quelques références administratives, des annonces de services, mais en descendant plus loin dans les archives, je tombais sur un article de presse ancien, 5 ans plus tôt. Un scandale discret dans une association caritative, le titre attira immédiatement mon attention: détournement de fonds, enquête interne dans une fondation locale. Je cliquais. La photo était floue mais suffisante. Et soudain, tout me revint. Cette femme ne s'appelait pas Claire Kovalenko à l'époque, elle s'appelait Claire Petrova. Elle travaillait comme comptable dans une structure où mon entreprise avait effectué un audit financier. Je me souvenais très bien de cette affaire. Des irrégularités dans les comptes, des factures gonflées, des virements suspects. Et c'est moi qui avais découvert le système. Je me souvenais encore du jour où je lui avais annoncé que l'audit révélait les manipulations. Elle avait essayé de nier. Puis elle avait disparu quelques jours plus tard. Je restais silencieuse devant l'écran. La femme que Julien avait choisie pour me déclarer inapte était une fraudeuse que j'avais autrefois démasquée. Je compris alors une chose: ce n'était pas seulement une alliance opportuniste, pour elle c'était peut-être aussi une revanche. Je refermai lentement l'ordinateur. Julien pensait avoir trouvé une professionnelle capable de construire un dossier solide contre moi. En réalité, il avait invité dans son plan une personne qui me connaissait déjà et qui savait très bien que je n'étais pas une victime facile. Je restai quelques instants immobile devant l'écran, le nom, le visage, l'article de presse. Tout s'assemblait désormais avec une clarté glaciale. Cette femme n'était pas une simple consultante juridique. Elle avait déjà été impliquée dans une affaire de détournement de fonds. Et si elle avait changé de nom et d'apparence, ses méthodes, elles, semblaient rester les mêmes. Je relus attentivement les documents que Lambert m'avait envoyés, la prétendue représentation légale, les certificats, les signatures. Tout avait l'air parfaitement construit. Trop parfaitement. Exactement le genre de montage qu'utilisent de ceux qui vivent derrière de faux dossiers. À cet instant, je compris enfin toute la mécanique. Julien ne s'était pas contenté de chercher un avocat, il s'était associé à une femme qui connaissait déjà le monde des fraudes administratives, des papiers fabriqués, des signatures arrangées, une spécialiste, quelqu'un capable de produire les documents nécessaires pour me déclarer inapte, m'écarter légalement et ouvrir la voie à la vente de mes biens. Je refermai le dossier et posai mes mains à plat sur la table. La situation devenait de plus en plus claire. Mon fils n'était pas seulement manipulé.
Il avait choisi de s'entourer de personnes habituées à mentir, falsifier et contourner la loi. Il avait construit tout ce plan avec une femme dont la réputation reposait déjà sur des escroqueries et des faux documents. Et dans ce genre d'alliance, la loyauté n'existe jamais. Je levai les yeux vers la fenêtre sombre et murmurais presque pour moi-même: Julien, tu n'as pas seulement trahi ta mère, tu t'es associé aux mauvaises personnes. Je restai encore quelques minutes à fixer l'écran, puis un léger sourire apparut sur mon visage. Pas un sourire de satisfaction, un sourire de compréhension. Parce qu'à cet instant précis, je venais de trouver la faille. Tout leur plan reposait sur une chose: la crédibilité de cette femme. C'était elle qui devait jouer le rôle de la représentante légale, c'était elle qui devait certifier mon incapacité, c'était elle qui devait donner une apparence officielle à toute leur mise en scène. Sans elle, tout s'effondrait. Je repris l'article de presse et le relus attentivement. Son ancien nom, l'affaire de fraude, l'enquête financière. Même si l'histoire avait été oubliée par la plupart des gens, elle existait toujours dans les archives, et dans un tribunal, une personne impliquée dans des falsifications de documents devenait immédiatement un témoin fragile, presque inutile. Je pris alors mon carnet et notai quelques lignes. Si cette information sortait au bon moment, le promoteur comprendrait qu'il est impliqué dans une affaire douteuse. Le notaire chercherait immédiatement à se protéger et la police, elle, commencerait à poser des questions très précises. Je posais mon stylo. Julien pensait avoir construit une opération parfaite, mais il avait commis une erreur fatale. Il avait introduit dans son plan la seule personne capable de le faire tomber. Je refermai lentement le carnet et je murmurai calmement: Merci Julien. Grâce à ton choix, toute votre mise en scène vient de se fissurer. Le lendemain matin, je quittai l'appartement de Madame Moreau très tôt. La ville était encore calme, presque silencieuse. Personne ne devait savoir où je me trouvais réellement. Pour Julien et sa femme, je devais toujours être quelque part sur la route, assise dans un bus touristique. Je pris un taxi et demandai au chauffeur de m'emmener directement aux archives cadastrales de la ville. Ce bâtiment était ancien, presque oublié derrière l'hôtel de ville, des milliers de dossiers y dormaient depuis des décennies, mais je savais exactement ce que je venais chercher. À l'accueil, une employée leva les yeux vers moi avec surprise. Bonjour madame. Je lui expliquai calmement que je souhaitais consulter certains dossiers concernant mes propriétés. Les références cadastrales étaient déjà notées dans mon carnet. Elle me conduisit dans une salle silencieuse où de grandes armoires métalliques contenaient les dossiers originaux. Quelques minutes plus tard, elle posa devant moi une épaisse chemise cartonnée. Je l'ouvris lentement. À l'intérieur se trouvaient les documents que je cherchais. Les actes originaux de propriété, les signatures notariées, les cachets officiels, les enregistrements cadastraux. Chaque page confirmait la même chose, noir sur blanc. La maison, les terrains, les entrepôts, tout m'appartenait exclusivement. Je pris le temps de vérifier chaque document, chaque date, chaque signature. Mon ancien métier m'avait appris une règle simple: un papier n'a de valeur que lorsqu'il est irréprochable. Puis je demandai des copies certifiées conformes. Lorsque l'employé me remit les dossiers tamponnés, je les rangeai soigneusement dans ma sacoche. Maintenant, il n'y avait plus aucun doute possible. Si Julien tentait de vendre quoi que ce soit, il devrait d'abord expliquer comment il comptait disposer de biens qui ne lui appartenaient absolument pas. Je quittais les archives avec un sentiment de calme étrange. Parce que désormais, je tenais dans mes mains quelque chose de plus solide que toutes leurs manœuvres, la preuve. La preuve simple et irréfutable que toute leur histoire n'était qu'une illusion. Pendant ce temps, Julien continuait d'agir comme si tout était déjà réglé. C'est Lambert qui me raconta la scène quelques heures plus tard. Mon fils était arrivé à l'entrepôt en fin de matinée, accompagné de sa femme et de la fameuse représentante légale. Ils étaient entrés dans les bureaux avec une assurance presque insolente. Julien marchait devant, les mains dans les poches, comme un homme qui visite une entreprise dont il vient de devenir le propriétaire. Il parlait fort sans se soucier de savoir qui l'entendait. Il va falloir revoir toute l'organisation ici, disait-il. Les loyers sont beaucoup trop bas. On va restructurer tout ça. Les employés le regardaient en silence. Lambert m'expliqua qu'il avait tenté de rester neutre, observant simplement ce qui se passait. Julien s'était ensuite installé dans mon bureau. Mon bureau. Il avait ouvert les tiroirs, regardé les dossiers, comme s'il inspectait un territoire nouvellement conquis. À un moment, il s'était tourné vers les employés présents et avait lancé, avec un sourire satisfait: Habituez-vous. Dans quelques semaines, tout ça sera officiellement sous ma gestion. Sa femme, appuyée contre la table, hocha la tête avec un air approbateur. Et croyez-moi, ajouta-t-elle, les choses vont changer ici.
Lambert me raconta qu'à cet instant, Julien parlait déjà comme un patron. Pas comme quelqu'un qui espère prendre le contrôle, comme quelqu'un qui se croit déjà le maître des lieux. Quand Lambert termina son récit au téléphone, je restai silencieuse quelques secondes. Puis je répondis calmement. Laissez-le parler. Pardon, laissez-le croire qu'il a déjà gagné. Je regardais les documents de propriété posés devant moi et j'ajoutais doucement, plus quelqu'un se croit tout-puissant, plus sa chute est spectaculaire. Lorsque Lambert me rappela pour me raconter en détail ce qui s'était passé dans mon bureau, je compris que l'arrogance de Julien venait de lui faire commettre une nouvelle erreur, une erreur précieuse. Il n'avait pas seulement parlé, il avait parlé devant témoins. Plusieurs employés étaient présents lorsqu'il s'était installé dans mon fauteuil, lorsqu'il avait annoncé qu'il allait restructurer l'entreprise et que tout passerait bientôt sous son contrôle. Lambert avait même eu le réflexe d'activer discrètement le système d'enregistrement des caméras internes. Je lui demandais, les caméras fonctionnaient? Oui, répondit-il, son entrée, ses paroles, tout est enregistré. Je fermai les yeux une seconde. C'était exactement ce qu'il me fallait. Car ces images montraient une chose très claire. Mon fils agissait déjà comme s'il était propriétaire, alors qu'aucune procédure légale ne lui donnait ce droit. Il ouvrait mes dossiers, il donnait des ordres aux employés, il se présentait comme le futur dirigeant. Tout cela constituait une preuve simple d'abus de pouvoir. Je demandais à Lambert de sauvegarder les enregistrements sur plusieurs supports. Gardez-les en sécurité, lui dis-je calmement. Bien sûr. Je raccrochais et regardais une nouvelle fois les documents posés devant moi. Julien pensait impressionner les gens en se comportant comme un patron, mais en réalité, chaque mot qu'il prononçait, chaque geste qu'il faisait renforçait mon dossier contre lui. Son arrogance devenait maintenant une preuve, et parfois les preuves les plus solides sont celles que les coupables produisent eux-mêmes. Plus tard dans la journée, Lambert me rappela une nouvelle fois. Cette fois, sa voix était différente, plus grave. Madame, je pense que vous devriez voir quelque chose. De quoi s'agit-il? Il hésita quelques secondes. J'ai trouvé un document dans l'ordinateur que votre fils utilisait ce matin. Mon cœur se serra légèrement. Quel document? Un contrat de prêt. Je demandai immédiatement qu'il m'envoie d'une copie. Quelques minutes plus tard, le fichier arriva sur mon téléphone. Je l'ouvris. Et dès les premières lignes, je compris que la situation était encore plus grave que je ne l'imaginais. C'était un contrat de prêt privé. La somme inscrite en haut du document me coupa le souffle. Plusieurs millions. Le prêteur était une société financière obscure dont je n'avais jamais entendu parler, mais le plus inquiétant n'était pas la somme, c'était la signature. Au bas du document, mon nom apparaissait. Ma signature. Ou plutôt une imitation grossière de ma signature. Et juste en dessous figurait la liste des garanties. Ma maison, mes terrains, mes entrepôts, tout ce que je possédais. Je restais quelques secondes immobile, le regard fixé sur l'écran. Julien n'essayait pas seulement de vendre mes biens, il avait déjà tenté de les utiliser comme garantie pour un prêt gigantesque, un prêt que je n'avais jamais demandé, un prêt que je n'avais jamais signé. Je sentis une vague glaciale traverser mon corps. Ce document révélait la vérité dans toute sa brutalité. Mon fils ne préparait pas seulement une fraude administrative. Il avait fabriqué un montage financier qui pouvait me ruiner entièrement. Je refermais lentement le fichier. Puis je murmurais presque pour moi-même: Julien, tu es allé beaucoup plus loin que je ne le pensais. Je pensais déjà avoir vu le pire. Mais en parcourant les fichiers que Lambert m'avait envoyés, mon regard s'arrêta sur un autre document. Un simple fichier PDF. Son nom était étrange, certificat, version finale. Je l'ouvris. Et pendant une seconde, je crus avoir mal lu. Puis je relus la première ligne. Mon nom, mon prénom, ma date de naissance. Et juste en dessous, date de décès, le lendemain. Je restais figé devant l'écran. C'était un certificat de décès, officiel en apparence, avec un numéro administratif, un cachet imité, une signature médicale falsifiée. Tout semblait prêt, comme si quelqu'un n'attendait plus qu'un moment précis pour l'utiliser. Je parcourus lentement le document. Cause du décès, insuffisance cardiaque soudaine. Lieu, ma propre maison. Je sentis un froid glacial parcourir ma colonne vertébrale. Julien n'avait pas seulement prévu de prendre mes biens, il avait prévu quelque chose de bien plus radical, me faire disparaître légalement. Si ce document entrait dans un dossier administratif, tout deviendrait plus simple pour eux, plus de propriétaires,
Plus de contestation possible, seulement un héritage à répartir. Je posais le téléphone sur la table, dans la pièce silencieuse, j'entendais seulement ma respiration. Mon fils avait déjà préparé ma mort. Pas dans un moment de colère, pas dans un geste impulsif, non, il l'avait organisé. Je repris lentement le téléphone et regardai une dernière fois le document. Puis je murmurai d'une voix calme. Très bien, Julien, tu voulais que je disparaisse demain. Alors demain, nous verrons bien qui disparaît vraiment. Je restais longtemps immobile devant l'écran. Le certificat de décès était toujours ouvert. Mon nom, ma date de naissance. Et cette ligne absurde, date de décès prévue pour le lendemain. Tout était prêt. Il ne manquait qu'une chose. Que je disparaisse réellement de la scène. Je relus une dernière fois le document et soudain, tout devint parfaitement clair. Le voyage n'était pas seulement une distraction, c'était une mise à l'écart. 2 semaines loin de la ville, un téléphone éteint, personne pour vérifier ce qui se passait. Pendant ce temps, Julien pouvait présenter ses papiers, dire que sa mère était morte subitement et commencer immédiatement les démarches d'héritage. Je sentis un poids étrange se poser dans ma poitrine. Pas seulement de la colère, une forme de lucidité brutale, mon fils ne cherchait plus simplement à me manipuler. Dans ses calculs, j'étais déjà morte. Sur le papier, il m'avait déjà enterrée. Ma vie était devenue pour lui un simple obstacle administratif, un nom à effacer dans un dossier pour accélérer l'accès à mon argent, à mes terrains, à tout ce que j'avais construit. Je refermai doucement le fichier, la pièce était silencieuse. Je levai les yeux vers la fenêtre et murmurai presque pour moi-même. Donc c'est ainsi, dans ton histoire, Julien, ta mère est déjà morte. Je marquai une pause, puis une pensée froide traversa mon esprit. Très bien, si tu as déjà organisé mon enterrement, alors je serai présente le jour de ma résurrection. À cet instant, tout devint clair pour moi. Jusqu'ici, je cherchais surtout à me protéger, à bloquer leurs manœuvres et à récupérer ce qui m'appartenait. Mais après ce que je venais de découvrir, la situation avait changé. Julien avait déjà préparé ma mort sur le papier. Il avait construit tout un piège pour me faire disparaître de ma propre vie. Je refermai lentement l'ordinateur, puis je pris une décision simple. Je n'allais plus seulement me défendre, j'allais les laisser continuer, les laisser avancer, les laisser croire que leur plan fonctionnait parfaitement, parce que parfois le meilleur moyen de gagner, c'est de laisser quelqu'un tomber dans son propre piège. Je pris alors une autre décision. Si Julien avait contracté un prêt en utilisant de faux documents, certaines personnes devaient le savoir. Pas publiquement, pas encore. Je passais quelques appels discrets à des contacts que j'avais gardés dans le milieu juridique et financier. Des gens sérieux, habitués à vérifier les dossiers avant d'engager de grosses sommes. Je ne racontais pas toute l'histoire. Je me contentais de signaler une chose très précise, un prêt important circulé garanti par des biens immobiliers. Mais les documents sur lesquels ils reposaient pouvaient être falsifiés. Dans ce genre d'affaires, une simple information suffit à provoquer un effet immédiat. Les prêteurs deviennent prudents, les notaires commencent à vérifier et les partenaires prennent soudain leur distance. Je reposais mon téléphone. Julien croyait avoir construit un montage financier solide. Mais dès que certains comprendront que les garanties reposent sur de faux papiers, ce montage commencera à se fissurer de lui-même. Je savais très bien comment fonctionnait ce milieu. Les gens qui participent à ce genre d'opération ne sont pas des amis fidèles. Ils suivent simplement l'argent. Tant que tout semble légal et rentable, ils restent. Mais dès que le mot fraude apparaît quelque part dans le dossier, ils disparaissent immédiatement. Et parfois, ils deviennent même les premiers à accuser celui qui les a entraînés dans l'affaire. Julien pensait être entouré d'alliés solides. En réalité, il s'était entouré de personnes qui ne lui pardonneraient jamais de les avoir exposés à un scandale ou à une enquête. Lorsque ses partenaires comprendront que le prêt repose sur de faux documents, que les garanties sont frauduleuses et que la propriétaire est bien vivante, ils ne chercheront pas à le protéger. Ils chercheront à se protéger eux-mêmes et dans ce genre de situation, la réaction est toujours la même. Ils se retournent contre celui qui a menti, sans hésitation, sans pitié. Je regardais les documents étalés devant moi et murmurais calmement: «Julien, tu croyais avoir des partenaires, mais bientôt tu découvriras que tu n'as que des témoins contre toi». Avant de lancer la dernière étape de mon plan, je décidai de faire une chose. Un test, pas un test juridique, un test humain. Je pris mon téléphone et composai le numéro de Julien. Mon cœur battait lentement, mais mon esprit restait parfaitement clair.
Quand il répondit, je changeai volontairement le ton de ma voix, je la rendis plus fragile, plus tremblante. Julien, c'est moi, il sembla surpris. Maman, tu ne devais pas être dans le bus. Je respirais profondément comme si j'étais paniquée. Julien, j'ai un problème. Le bus est reparti sans moi, je suis restée dans une petite gare. Je n'ai plus mon sac, je n'ai ni argent ni médicaments. Je ne sais pas quoi faire. Je laissais un silence. Puis j'ajoutais doucement: «Est-ce que tu pourrais m'envoyer un peu d'argent, juste pour rentrer à la maison?» Je restais immobile. Je savais que dans ce moment précis, j'allais entendre la vérité. Pas celle qu'on écrit dans les documents. La vérité du cœur. Il y eut un court silence au bout du fil. Puis Julien soupira. Un soupir agacé. «Maman, sérieusement? Comment tu as fait pour rater le bus?» Je continuais à jouer mon rôle. Je suis sortie acheter de l'eau et il est parti sans moi. Julien, je suis seule ici, je ne connais personne, j'ai froid et je n'ai plus d'argent. Je marquais une pause. Tu pourrais juste m'envoyer un peu d'argent pour que je rentre? Sa réponse arriva presque immédiatement. Non, je ne peux pas. Sa voix n'était ni inquiète ni émue, seulement irritée. J'ai d'autres choses à gérer en ce moment, tu comprends? Je ne peux pas m'occuper de tes problèmes à chaque fois. Je restais silencieuse. Il continua avec un petit rire sec. Franchement, maman, tu exagères. Tu es dans une gare, pas au milieu du désert. Trouve un banc, attends le prochain bus ou demande de l'aide à quelqu'un. Je murmurai: non, Julien, j'ai vraiment peur. Mais il semblait déjà avoir perdu toute patience. Écoute, bon, je n'ai pas le temps pour ça. Je suis en pleine réunion. Débrouille-toi un peu, tu es adulte. Puis il ajouta, presque moqueur: et puis ça te fera peut-être une petite aventure. La ligne se coupa. Je restais quelques secondes avec le téléphone dans la main. Mon fils venait de faire un choix. Il venait d'entendre sa mère dire qu'elle était seule, perdue, sans argent, et il avait décidé de l'abandonner. Volontairement. Je restais quelques secondes immobile après la coupure de l'appel. Le téléphone était toujours dans ma main. La pièce était silencieuse. Je repassais mentalement chaque mot de la conversation. Je ne ressentais ni colère, ni surprise. Seulement une étrange clarté. Pendant des années, moi, j'avais cherché des excuses à Julien. Je m'étais convaincue qu'il traversait simplement une mauvaise période, qu'un jour il comprendrait. Mais cet appel venait de tout révéler. Un fils venait d'entendre sa mère dire qu'elle était seule, perdue, sans argent, et il avait choisi de se moquer d'elle et de l'abandonner, sans hésiter, sans remords. Je posai lentement le téléphone sur la table. À cet instant, je compris une chose simple. Il n'y avait plus rien à sauver, plus de relations à protéger, plus d'illusions à préserver. Julien n'était plus un enfant égaré que je devais protéger. C'était un homme qui avait fait ses choix. Et moi, je venais de faire le mien. Je murmurais doucement, presque comme une conclusion. Très bien, Julien. Maintenant, la partie peut vraiment commencer. Le lendemain matin, tout était prêt. Je retrouvai Lambert dans une petite salle discrète près de mon entrepôt. Sur la table étaient étalés les documents que nous avions rassemblés. Les actes de propriété originaux, les copies des faux contrats, le certificat de décès falsifié, ainsi que les enregistrements des caméras. Peu à peu, les autres arrivèrent. Madame Moreau entra la première. Elle semblait nerveuse mais déterminée. Elle savait que son témoignage sur ce qu'elle avait entendu dans le jardin pouvait tout faire basculer. Ensuite vint mon avocat, maître Durand, un homme calme au regard très attentif. Il parcourut les documents sans dire un mot pendant plusieurs minutes, puis releva la tête avec une expression grave. Avec ça, dit-il enfin, leur plan ne tiendra pas 10 minutes. Enfin, deux policiers en civil arrivèrent à leur tour, ils prirent connaissance des pièces et confirmèrent qu'ils seraient présents au moment opportun. Tout devait se dérouler au moment où Julien et ses partenaires tenteraient de finaliser leur transaction. Personne ne devait intervenir trop tôt, ils devaient aller jusqu'au bout de leur mise en scène. Je regardais les personnes autour de la table, Lambert, fidèle comme toujours, Madame Moreau, courageuse malgré sa peur, mon avocat prêt à démonter chaque faux document, et la police, silencieuse mais attentive. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, je sentis que l'équilibre avait changé. Julien pensait encore contrôler la situation, mais en réalité, chaque pièce du puzzle était désormais en place et il ne restait plus qu'une chose à faire: laisser son plan s'effondrer devant tout le monde. Au moment où Julien s'apprêtait à signer les documents avec le promoteur, la porte de la salle s'ouvrit. J'entrai. Le silence tomba immédiatement dans la pièce. Julien resta figé, le stylo à la main. Le promoteur leva les yeux, surpris. Je posai calmement sur la table les originaux de mes titres de propriété, les faux documents qu'ils avaient donc préparés, et le certificat de décès portant mon nom. Intéressant, dis-je calmement.
surtout pour quelqu'un qui est censé être mort. Les policiers firent alors un pas en avant. Et devant tous les témoins, leur mensonge commença à s'effondrer. En quelques minutes, tout bascula. Les faux documents furent exposés, les mensonges révélés, et Julien avec sa femme se retrouvèrent pris au piège de leur propre manipulation. Devant les témoins et la police, leur plan s'effondra complètement. Et moi, je récupérais ce qui m'appartenait depuis le début. Mes biens, ma liberté et enfin la paix.